Oh, ok, je crois qu'on est en direct. Je voulais juste vous montrer que j'étais en train de placarder ces flyers à l'endroit où j'ai vu Bailey pour la dernière fois. Mon cœur bat super vite. J'ai envie de pleurer quand je pense que ça fait 7 mois que je n'ai pas vu ma fille. Je sais pas où elle est. Regardez, c'est trop grand. On a besoin de votre aide pour mettre le monstre qui a fait ça derrière les barreaux. À vie. Vous avez sûrement vu les affiches dans Bakersfield avec le nom les Bakersfield 3. 3 amis ont disparu ou ont été assassinés à 1 mois d'écart au printemps dernier. Mon bébé me manque! Mon cœur s'est arrêté. Je me suis dit, tout est lié. Le fait d'habiter dans une belle maison et dans un beau quartier ne vous protège ni vous ni vos enfants. Ils avaient tous une vie épanouie. Alors comment se sont-ils retrouvés en danger? Il avait peur. Il me disait, « Maman, je crois qu'on nous suit. » Et puis plus personne ne l'a revue. Rien ne nous prouve qu'elle soit morte. J'espère qu'elle n'est pas en morceaux dans la rivière. Je savais que quelque chose clochait. Tout le monde avait un avis différent. Eh bien, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tant qu'elles n'auront pas de réponse, ces 3 mères n'abandonneront pas. Il est sorti de la voiture, il s'est effondré sur la route et il est mort. Ça va aller. Respire. Les mères veulent que ces enquêtes soient résolues, et elles le font savoir. Personne n'est gagnant dans cette histoire. On m'observe. On sait qu'il y a au moins un tueur en liberté. On va le faire coffrer. C'est une affaire très compliquée, dans laquelle il y a plusieurs acteurs. C'est très étrange. Alors qu'on pensait vivre dans une banlieue tranquille, voilà que ces événements ont lieu. Beaucoup de monde est impliqué. On parle de plusieurs chefs d'accusation pour kidnapping et meurtre. Madame la procureure, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. J'ai l'impression qu'on parle d'un épisode de Breaking Bad. Ça s'est passé à Laurel Glen, c'est ça? Oui, dans notre quartier. Combien de fois je suis passé par Half Moon Drive? Ça me fait bizarre. On peut trouver des arguments pour dire que Bakersfield est une ville horrible. Et d'autres pour dire que c'est une ville très sympa. Cette ville a 2 personnalités. Et il y a plein de gens qui naviguent entre ces 2 mondes. Ça ne s'est pas passé dans les quartiers glauques, sous couvert de la nuit. Il y a des gens qui font ça dans leur garage, à 2 pas de famille tout à fait normale. On veut la vérité. On l'a toujours voulu, même si c'est douloureux. Ta copine? C'est dans le jeu. Dans le jeu. On est juste 2 parents qui sont mariés depuis plus de 40 ans. On a eu 2 fils qu'on a tous les 2 élevés à Bakersfield. Ils n'avaient que 20 mois d'écart, donc ils étaient presque comme des jumeaux. Luke admirait beaucoup son grand frère. Il l'admire toujours. Micah pouvait être autoritaire. Il parlait beaucoup. Il adorait faire des petites fêtes entre amis. Il aimait sa famille par-dessus tout. J'ai de très bons souvenirs de l'enfance de garçon. Leur école et tout le reste, c'était génial.
En tant que parents, on avait l'impression de bien faire. Micah était devenu agent de change. Il était doué et très intelligent. Je ne me suis jamais fait de soucis pour Micah. Je savais que ça irait. Il était débrouillard et indépendant. Je savais qu'il s'en sortirait. Micah avait 34 ans quand il a disparu. Environ 3 mois avant, Lance et moi, on avait déménagé à Cane River Valley, qui est à peu près à 65 km de Bakersfield, dans les montagnes. On vivait loin de lui, mais on lui parlait encore presque tous les jours. Donc, on a trouvé ça bizarre qu'il n'appelle plus. Cette année-là, Pâques tombait, le 1er avril? Oui, c'est ça. Et Micah nous appelait toujours les jours de fête. Quelques jours plus tôt, un de ses amis nous avait appelés pour savoir s'il était chez nous, parce qu'il ne le trouvait pas. J'ai évidemment essayé de l'appeler, mais je tombais sur son répondeur, encore et encore. Micah ne lâchait jamais son téléphone, et il n'était jamais seul, toujours avec des amis. J'ai dit à Lance, il faut signaler sa disparition. On est allé à Bakersfield pour essayer de remplir une déposition. Mais on nous a dit que ça serait mieux si on commençait par chercher nous-mêmes. C'est ce qu'on a fait. Faites d'abord des recherches, puis revenez nous voir. Appelez les hôpitaux. Oui, appelez les hôpitaux et appelez ses amis. Mais ça, on l'avait évidemment déjà fait. Ça m'a rendue folle. Comme si on ne savait pas qu'il fallait le chercher. Si on était là, c'est parce qu'on ne le trouvait pas. Oui. Lance et moi, on est allés chez Micah. Et son propriétaire nous a laissé entrer. Il a dû pousser la porte assez fort parce qu'il y avait des piles de courrier par terre. Il avait laissé à manger sur sa commode. Il avait une lampe à lave. Ces lampes peuvent devenir très chaudes et il l'avait laissée allumée. Lance a commencé à fouiller dans sa commode et tous ses vêtements étaient là. Ça ne donnait pas l'impression qu'il avait eu besoin de quitter la ville. Ce n'est pas illégal pour un majeur de disparaître et Micah était majeur. Donc il n'avait aucune raison d'enquêter. Il ne pouvait rien faire. Mais ils auraient pu au moins prendre l'information en compte et faire semblant de faire quelque chose. Oui. On se serait senti mieux. Pendant des semaines, tout le monde vivait la même chose que moi. Vous avez vu Micah, comment il va? Vous l'avez trouvé? À ce moment-là, on était à l'affût de la moindre piste. Tout indice était le bienvenu. Comme quand vous m'avez appelé pour me dire que quelqu'un pensait l'avoir vu dans un fast-food. Oui, je m'en souviens. Et quelqu'un l'a vu dans un hôtel. On allait où on nous disait d'aller. Et il y avait un gars qui ressemblait à Micah quand il était au lycée. Quelqu'un a vu quelqu'un qui lui ressemblait. On a reçu énormément d'appels parce qu'il connaissait absolument tout le monde. Vous vous rendez compte de combien de personnes connaissaient votre fils et aimaient votre fils? Je l'avais croisé dans un restaurant une fois. On n'avait pas fait 10 mètres qu'il avait croisé quelqu'un qu'il connaissait. On aurait dit que tout le restaurant savait qui il était. Exactement. Il y avait un karaoké? Non, pas ce soir-là. Mais je vais vous dire, tout le monde prenait le temps de venir le saluer. Il ne savait pas chanter, mais il chantait. Il disait « Je ne vais que là où je suis une star ». Depuis tout petit, il a toujours eu du charisme.
Vous avez tout à fait raison. Il n'avait honte de rien. C'est ça qui était chouette chez lui. Il se fichait du regard des autres. Je ne sais pas comment il faisait pour être aussi grande gueule et avoir autant d'amis. Oui. Ouais. Tout le monde cherchait Micah. Tous ceux qui le connaissaient le cherchaient. J'ai créé une page Facebook. On a inondé les réseaux sociaux. Mais personne ne savait où il était. Personne ne trouvait de réponse. Et puis un jour, quelqu'un m'a appelé. Je ne l'avais jamais rencontrée. Je ne la connaissais pas. C'était Di Byrne. Elle m'a dit que son fils s'appelait James Gulstad, qu'il avait été tué et qu'il connaissait Micah. Je me suis dit, ah, c'est pas vrai. Lorsque des coups de feu ont retenti dans ce quartier résidentiel, tout le monde a été secoué. Quand je suis arrivée ici le lendemain, les riverains m'ont confié que c'était tellement bizarre qu'une telle fusillade ait lieu dans ce quartier que la majorité pensait que l'assaillant et la victime n'étaient pas d'ici. L'assaillant reste non identifié, mais la victime, James Gulstad, a été attaqué en sortant de cette impasse. Ça suffit, ça suffit. J'ai une grande famille, j'ai 7 enfants. Je suis née à Bakersfield, mais j'ai vécu à d'autres endroits au cours de la vie. Puis je suis revenue ici. Bakersfield est une grande petite ville. C'est très étalé. Il faut 30 minutes pour traverser la ville. C'est bien pour élever des enfants. Les gens sont gentils. C'est juste que la qualité de l'air est mauvaise et qu'il fait très chaud. Il fait plus de 35 degrés l'été. C'est une ville qu'on adore et qu'on déteste. Oh, ma tête. C'est une vidéo. James n'aimait pas trop vivre à Bakersfield. Il avait déménagé à San Diego. Il habitait au dernier étage d'un building dans le centre-ville. Il adorait la plage. Il adorait le surf. Et il adorait être père. James était un entrepreneur. Il aimait recevoir et il aimait faire la cuisine. Il vous aurait donné sa chemise. C'était le meilleur ami que vous puissiez avoir. Après le lycée, il a travaillé dans les champs pétrolifères. Bakersfield est une région pétrolière et agricole. James était soudeur de pipeline. Il était bien payé, il avait des sous. Un an après, j'ai commencé à souder à ses côtés, et ça, pendant des années, avec mon autre frère, Ryan. On a soudé ensemble dans tous les États-Unis. C'était mon grand frère. Donc il se servait dans mes affaires, sans me demander. Mais il prenait aussi soin de moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de lui. Ouais, il s'occupait de moi. Mais il se battait pas à ma place. Si je me battais avec quelqu'un, il se pointait et s'assurait que personne d'autre ne s'en mêle. On plaisantait pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Il voulait surtout travailler intelligemment. Il travaillait dur s'il le fallait, mais il s'amusait aussi beaucoup.
James venait de réemménager avec moi l'été avant sa mort. En y repensant, il n'était pas heureux au travail. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Sa priorité était de rentrer à San Diego. C'est une autre ambiance là-bas. Il y a la plage. C'est ça qu'il aimait. On a eu une discussion avec James. Il m'a dit « Maman, je bosse sur un truc, tu vas adorer. » Ce soir-là, vers 22h, il allait sortir de la maison, alors je lui ai demandé « Tu vas où ?» Il m'a répondu « Je vais acheter 2-3 trucs, des cigarettes et une bouteille de whisky. » J'ai rigolé parce que James ne buvait pas de whisky. Il a penché la tête en arrière et il m'a dit « Maman, je sors juste fumer. » Finalement, je lui ai dit « Bon, je t'aime, je vais me coucher. » Et vers 1h15, j'ai reçu un appel qui m'a réveillée. C'était mon fils Ryan. Et il m'a dit « James s'est fait tirer dessus. » J'ai tout de suite appelé son frère Steven. Je lui ai dit « James s'est fait tirer dessus. Il faut qu'on y aille. » On habitait dans le même quartier sécurisé, à quelques rues l'un de l'autre. Je suis allé la chercher et on y est allé. Quand on est arrivé, je suis sortie de la voiture. Mais la police avait quadrillé les lieux. Ils ne voulaient pas me laisser passer. Je me suis mise à hurler. Je suis devenue folle. Mon fils, Steven, a dû me serrer dans ses bras pour m'empêcher de faire n'importe quoi. Je criais. Laissez-moi passer. Il faut que je voie James. J'ai besoin de voir James. J'ai besoin de mon fils. C'était horrible. Et finalement, un policier nous a dit qu'il était décédé. Ryan était sur les lieux du crime quand c'est arrivé. Il a tenu James dans ses bras. C'était assez dur. James partait quand Ryan est arrivé dans sa rue. Ils se sont croisés et Ryan a entendu des coups de feu. Il a regardé dans son rétro et il a vu des feux s'approcher. Il a cru que c'était James. Mais c'était la berline grise. La voiture a tourné à droite. Ryan a fait demi-tour et est revenu sur ses pas. Il a vu des gens qui essayaient d'aider James, qui gisaient au milieu de la route. Je n'oublierai jamais ce moment. On dit qu'avec le temps, ça devient plus facile à gérer, mais dès que j'y repense, les souvenirs remontent à la surface, comme si c'était arrivé hier. Pendant 3-4 jours, je n'ai pas réussi à dormir. Je ne faisais que pleurer. C'était une période très difficile. Mais je sentais que quelque chose n'était pas normal. James a été tué le 8 avril et la semaine suivante, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai épluché les profils Facebook de ses amis et ceux des amis de Ryan. Et j'ai essayé de voir à qui on pourrait aller parler. Je suis alors tombée sur le profil Facebook d'une ex-petite amie de Ryan. Et elle parlait de la disparition de Micah. Je savais que James et Micah se côtoyaient parce que James m'avait dit que Micah travaillait pour la banque Wells Fargo. Lui et Micah s'étaient rencontrés parce que James avait un compte là-bas. James l'avait aidé à déménager et ils se voyaient. Puis j'ai réussi à avoir le numéro de la mère de Micah.
Quand Di m'a appelé, je trouvais ça étrange que cette personne ait des informations sur Micah que j'ignorais. Je ne connaissais pas James. Micah ne nous avait pas parlé de lui. Je lui ai dit, nos fils se côtoyaient. Puis on s'est mis à discuter et on est resté plusieurs heures au téléphone. J'avais un pressentiment. J'avais pris rendez-vous avec l'enquêteur en charge du dossier de James, le sergent Garrett. J'ai emmené Cheryl et Lance avec moi parce que je voulais qu'ils sachent que selon moi, la disparition de Micah et le meurtre de James étaient liés. Je crois qu'il m'a prise pour une folle, pour être honnête. Quand James Kulstad a été assassiné, je me suis rendu sur les lieux, on m'a briefé, et à partir de là, j'ai pris les commandes de l'enquête. On a commencé à organiser des interrogatoires, mais l'enquête est toujours ouverte. Donc, je ne peux pas dire à qui j'ai parlé, ni ce qu'ils m'ont dit. Mais on a interrogé plusieurs témoins cette nuit-là et les jours qui ont suivi. Cheryl a signalé la disparition de Micah le 4 avril 2018. Dans toute affaire de disparition, il faut interroger les dernières personnes à avoir vu la victime. On a réussi à obtenir un mandat pour ses relevés téléphoniques, les informations concernant ses comptes bancaires et ses comptes sur les réseaux sociaux, et il y avait quelque chose qui ne collait pas. Toute activité avait cessé en mars 2018. Il est possible de supprimer ses comptes sur les réseaux, mais il n'y avait aucune activité sur ses relevés bancaires, aucune activité sur ses relevés téléphoniques. Donc évidemment, ça nous a inquiétés. Plus tard, on a pu déterminer qu'ils se connaissaient. Mais ils ne se voyaient pas non plus tous les week-ends. Ils faisaient partie d'un même cercle d'amis. Ça lui a suffi pour dire « Je ne crois pas aux coïncidences ». Oui. Les choses n'arrivent pas par accident. Pour lui, il fallait continuer à creuser. À ce moment-là, le frère de Micah, Luke, allait à Bakersfield tous les jours depuis plusieurs jours. Il essayait de savoir qui il côtoyait, ce qu'il faisait, quels étaient ses derniers déplacements. Et il avait réuni des informations. On lui avait dit, si tu veux savoir ce qui est arrivé à Micah, tu devrais parler à Bailey. Tu dois trouver Bailey Parent. Je suis en route pour aller accrocher un des flyers de Bailey. Ça fait longtemps. C'est ma thérapie. J'en ai placardé des milliers. Et à chaque fois que je laisse un flyer, je fais une petite prière. Bailey va s'en tirer. Je ne vais pas devenir cinglé. Je ne peux chercher Bailey nulle part. Et en même temps, je peux la chercher partout. Je suis la mère de Kathleen et Bailey. Bailey est née en 97. Bébé, elle était trop mignonne. Je l'appelais mon petit oiseau. Parce que quand elle mangeait, elle picorait comme un petit oiseau. Donc c'était mon petit oiseau. Salut. Salut toi. Coucou. Ah, c'est ça. Va-t'en. Elle a toujours aimé les animaux. Depuis son plus jeune âge. T'es trop mignon. Elle a toujours eu un animal. Petite, elle disait, quand je serai grande, je veux être caissière. Je lui disais, tu feras ce que tu voudras.
Et puis, plus tard, elle a voulu s'engager dans l'armée et a travaillé dur pour passer le concours. Puis après ça, elle a voulu être hôtesse de l'air. Ça changeait tout le temps. Sa remise des diplômes. Son sourire. Toujours. Elle avait un beau sourire. Et un rire contagieux. Oui. Elle n'était jamais dans le jugement. Elle était toujours là pour nous et elle nous aidait quand on avait un problème. C'est de là que venait sa positivité. Elle aimait voir les gens sourire et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour ça. Maddie n'a pas été sage. Mon bébé me manque. Elle est trop drôle. Ce qu'on faisait, c'est qu'on disait à mon père qu'on se préparait pour faire une séance photo. On va se maquiller et prendre plein de photos, papa, donc laisse-nous. Et quand il allait se coucher, on sortait. Ouais. Un de nos copains venait nous chercher ou on montait dans la voiture de mon frère et on partait en virée. Il y avait des feux de joie après les matchs de foot. On allait à plein de fêtes. C'était génial. C'est clair. Bailey s'est mariée avec son petit copain à Las Vegas le 3 août 2016, donc un an après avoir fini le lycée. Elle n'avait prévenu personne. Je n'étais pas au courant et une semaine ou deux après, je lui ai demandé « Vous vous êtes mariée à Las Vegas ?» Elle m'a dit oui et j'étais là. Quoi? Au lieu de la féliciter, je lui ai demandé « Pourquoi t'as fait ça? Vous deviez vous séparer. » Ils avaient une relation très tumultueuse. Ils se disputaient beaucoup. Et ils étaient jeunes. Et vous savez, mon instinct maternel me faisait dire que ça n'allait pas. Ce n'était pas le bon. Elle a fini par le quitter et est revenue habiter avec moi. Un temps. Vous savez comment c'est la relation mère-fille à cet âge-là. Elle trouvait que je la surveillais trop. Pourquoi t'as besoin de savoir où je suis? Tu m'écris tout le temps. Comme ça, je sais que tu vas bien. On en rigolait souvent quand je voyais mes amis ou ma famille. Comment faisaient nos parents pour vivre sans savoir où on était? On pouvait sortir dans la rue, aller faire du vélo. On rentrait quand le soleil se couchait. Nos parents n'avaient pas à s'inquiéter comme on s'inquiète de nos jours. Mais elle m'appelait quand même, tous les jours. Même si on s'était disputé. Bailey avait 20 ans. Elle entrait tout juste dans l'âge adulte. À cette période-là, on change beaucoup. On n'est pas la même personne à 20 ans et à 25 ans. La dernière fois que je l'ai vue, c'était le 23 avril. Bailey devait venir dîner à la maison. À ce moment-là, Bailey était partie et avait emménagé avec un garçon qui s'appelait Matt. Le 23, elle m'a dit « Je ne peux pas venir dîner ». J'étais au supermarché et je me suis dit « Je vais acheter des churros. Comme ça, je lui déposerai et je la verrai. » Elle adorait les churros de ce supermarché. Ils étaient énormes. J'en ai acheté 5. Elle est sortie et elle était heureuse. Enfin, je ne sais pas si elle était heureuse, mais elle est sortie et je lui ai dit de monter dans la voiture. Elle m'a dit « Je peux pas, je dois rentrer ». Alors je lui ai donné les churros, je lui ai dit « Je t'aime » et on s'est fait un petit câlin rapide. Après ça, je lui ai écrit. Je l'ai appelé, mais pas de réponse. Puis plus rien.
ses réseaux sociaux, son téléphone. Je suis allée chez Matt. Et quand j'ai sonné, c'est son fils aîné qui a ouvert. Il m'a dit « Bailey n'est pas là ». J'ai demandé où elle était et il a dit « Elle est partie ». Avec qui? Parce qu'elle n'avait pas de voiture. Il ne savait pas. Elle était très présente sur les réseaux. Il ne se passait pas une heure sans qu'elle regarde ce qui s'y passait ou sans qu'elle poste. Elle était tout le temps sur Snapchat. Donc là, on s'est inquiété. Je savais qu'elle aurait appelé. Il y aurait eu quelque chose à un moment donné. Elle aurait envoyé un message, elle se serait connectée à l'un de ses réseaux sociaux. Il fallait que je signale sa disparition, car je savais qu'il lui était arrivé quelque chose. Et puis j'ai imprimé les flyers. J'ai traversé tout le comté de Kern pour les placarder. Il y en a eu plus de 5000. Les gens disent près de 10 000. J'en avais toujours un sur moi. On a vu une photo du flyer sur Internet. Len surfait sur Facebook. Ça disait que Bailey Parent avait disparu. J'avais déjà entendu ce nom, Bailey Parent. Donc j'ai écrit à Jane, « Vous ne me connaissez pas, mais mon fils a disparu aussi. » Je n'étais pas la seule mère à qui ça arrivait. C'est là que j'ai su qu'il se passait quelque chose de grave. Voici les actualités. Depuis sa disparition, Bailey a raté plusieurs événements, y compris son 21e anniversaire. Énormément de moyens sont déployés pour la retrouver, des équipes de recherche et de sauvetage à la division aérienne. Bailey Despot n'est pas du genre à simplement disparaître, et les enquêteurs qualifient cette disparition de suspecte. De plus, elle pourrait être liée à une autre affaire de disparition du comté de Kern. La première fois que j'ai vu Jane, je lui ai dit que des amis de Micah avaient dit que Bailey était la personne à qui il fallait parler pour découvrir ce qui lui était arrivé. Je ne savais rien de Micah. Donc je me suis dit, oh mon Dieu, j'étais complètement sidérée. Je me demandais s'il fallait leur faire confiance, parce que je ne faisais confiance à personne. C'est Cheryl et Lance qui m'ont parlé de la disparition de Bailey. Et ensuite, on s'est eu au téléphone, toutes les trois. À ce moment-là, on ne pouvait pas encore dire « c'est comme ça qu'ils se connaissaient entre eux ». On savait simplement qu'il y avait un lien. Au départ, je pensais qu'il s'agissait d'une affaire comme il y en a des millions, dans laquelle une jolie jeune fille disparaît, se volatilise en pleine nuit. Mais une fois que j'ai eu pris contact avec Jane, elle m'a demandé si je connaissais Micah Olson-Bake parce que lui aussi avait disparu. Peu de détails ont été révélés, mais les enquêteurs disent que sa disparition est suspecte. Ça ne ressemble pas à Micah. Ce n'est pas une décision qui vient de lui. Et puis Cheryl m'a parlé de l'affaire James Kulstad. Ça paraissait presque impossible d'avoir ces trois affaires qui étaient liées dès le départ. C'était fascinant. Je n'ai jamais entendu une histoire pareille, même encore aujourd'hui. Assez tôt, on a rencontré Olivia Lavoice. Elle a suivi le développement de l'enquête. Elle voulait aider. J'ai l'impression que je ne comprends toujours pas totalement à quel point vos vies sont surréalistes. Je pense comprendre mieux Qu'une personne lambda. Mais personne ne peut comprendre. Je n'oublierai jamais la première fois que vous m'avez dit, devant les caméras, que si quelqu'un vous disait où il était,
Vous iriez le déterrer de vos propres mains. Oui, j'irai. Jane et Cheryl ont besoin de connaître la vérité, même si cela signifie savoir que leurs enfants sont morts. Je partirai tout de suite. J'irai le déterrer de mes propres mains. J'irai le déterrer de mes propres mains. Je ne le savais pas encore, c'était au tout début. Oui, Je ne savais pas que c'était exactement ce que vous faisiez. oui. Le premier été, il faisait 40 degrés. Il faisait au moins 40 degrés à Maricopa. Et on a essayé d'escalader le château d'eau pour voir si Micah était dedans. Oui, nous aussi. On est tombé sur le même château d'eau. On a tous cherché partout. On a cherché avec nos mains et nos pieds. On a marché, on a creusé et on a cherché nous-mêmes. Quand votre enfant disparaît, on ne vous donne pas un manuel qui vous dit quoi faire. Donc, on s'est réunis, on a élaboré un plan et on a réfléchi à comment procéder. Mon ex-mari les a appelés les Bakersfield Three et a créé 2 pages Facebook. La première était juste pour les enfants et l'autre était un groupe de parole. Les gens ont commencé à parler. Ils voulaient s'impliquer. Ce ne sont pas seulement 3 mères en deuil. Ce sont 3 mères qui se retrouvent au cœur d'une énorme enquête. On a appris à faire des appels à plusieurs. On comparait nos notes et les noms qu'on avait. On y passait des heures. On s'est tout de suite demandé, tu connais cette personne? Tu connais cette personne? Dans une ville comme Bakersfield, si vous connaissez 20 personnes et qu'une autre personne connaît 20 personnes, eh bien, tout le monde se connaît. Je me souviens que je me suis entretenu avec les 3 mères. C'est à ce moment-là que le nom Bakersfield 3 est apparu. J'essayais de partager certaines informations, mais il fallait protéger l'enquête. C'était souvent tendu quand on avait rendez-vous, parce qu'elles voulaient tous les détails. Et elles savaient que je leur cachais certaines informations. Ce n'était pas contre elles, mais je devais protéger l'enquête. Je devais tout le temps leur rappeler qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour résoudre ces affaires, qu'on y travaillait. Les 3 mères enquêtaient. Elles parlaient à des gens. Ça pouvait être problématique, parce qu'il y avait un phénomène de téléphone arabe et qu'elles n'avaient pas de ligne directrice dans leur enquête. Je leur disais, on ne sait jamais. Dans ce genre d'enquête, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. J'ai vécu ici toute ma vie. J'aime savoir ce qui se passe ici, parce que ma famille vit aussi à Bakersfield. C'est une ville sympa, avec plein de gens bien. C'est assez conservateur. Il y a 400 000 habitants, mais l'ambiance est celle d'une petite ville. Beaucoup de gens se connaissent. C'est une ville chargée d'histoire. On a le Crystal Palace de Buck Owens. Buck Owens est l'un des pionniers de la musique country. Il chantait ici tous les vendredis et samedis soirs, jusqu'à ce qu'il meure. On appelle cette zone les falaises. C'est assez impressionnant. On voit les montagnes et aussi les foreuses. C'est ça, Bakersfield. L'agriculture et le pétrole. En contrebas, vous avez la Kern. C'est l'une des rares rivières meurtrières. On l'appelle la tueuse. Il y a beaucoup de gens à Los Angeles qui viennent passer du temps ici l'été. La rivière leur fait envie, parce qu'il fait chaud dehors. Ils se baignent et malheureusement, ils se noient. Il y a de forts courants. Je pense que beaucoup de villes aux États-Unis subissent des changements.
Comme dans n'importe quelle autre ville, il y a des cambriolages et des crimes plus violents. Et souvent, ces crimes sont liés à un trafic de drogue. On a les mêmes problèmes de drogue que les autres villes. Il y a une forte consommation de méthamphétamine, de cocaïne, d'héroïne, de marijuana. On connaît une crise des opiacés. Il y a des beaux quartiers et des quartiers chauds. Et il se passe des choses des deux côtés. Le crime n'a pas de frontières. Si rien ne change, cette année sera la plus meurtrière jamais enregistrée dans le comté de Kern. Et ce soir, une autre distinction morbide. Le ministère de la Justice vient de publier les chiffres de la criminalité et nous avons le plus haut taux d'homicide de l'État. Le taux d'homicide de l'État est de 4,6 pour 100 000 habitants. Le taux du comté de Kern est 2,5 fois plus haut avec 11,3. Cette ville se situe à un endroit unique de l'État. Je ne sais pas à quel point c'est en rapport avec le taux de criminalité, mais depuis quelques années, on a le taux d'homicide le plus élevé de tous les comtés de Californie. Ça me fait mal au cœur. Il y a toujours eu des réseaux criminels clandestins liés à des activités pas nettes. On se trouve au croisement de deux très grandes autoroutes. On a même des problèmes de trafic d'êtres humains à cause de notre situation sur le réseau autoroutier. Bailey aurait été victime d'un trafic sexuel. Elle aurait rencontré les mauvaises personnes. À cette époque, Bailey était encore naïve. Si quelqu'un lui disait qu'il allait l'aider, elle le croyait. J'avais déjà passé beaucoup d'heures à parler à des jeunes femmes qui m'appelaient parce que quelqu'un leur avait donné mon numéro de téléphone pour me dire qu'elles avaient été menacées. Elles disaient « Ne donnez pas mon nom à la police, mes enfants ont été menacés. » J'ai commencé à me dire « Seigneur, quelqu'un a la main mise sur Rosedale. » C'est le quartier où on habitait et où les enfants étaient scolarisés. Jane vivait là et Di n'était pas loin. Elle habitait près du lycée, un peu plus au sud. On entendait parler d'un cartel mexicain, puis des Hells Angels. Ça pouvait pas être les deux. Est-ce que c'était l'un des deux? Soutirer des informations aux gens avec qui j'étais entrée en contact était très difficile. Ils ne voulaient pas parler. La plupart d'entre eux avaient peur et ne voulaient pas balancer, comme on dit. Ils avaient peur de se faire tuer. Je savais qu'un coupable courait toujours et qu'il fallait le mettre derrière les barreaux. Certaines de mes sources dans la police me disaient « C'est ridicule ». Et d'autres sources me disaient « Fais attention, on pense que des personnes très dangereuses sont impliquées ». Et puis, on a retrouvé des membres humains.